Lors du brunch de Noël, j'ai frappé à la porte avec mes enfants. Ma mère a jeté un coup d'œil par la fenêtre, puis l'a ouverte juste assez pour dire « Aujourd'hui n'est pas un bon jour pour votre genre d'énergie ». Mes enfants m'ont regardé, confus. J'ai juste pris leurs mains et dit « Allons manger des crêpes ». 10 minutes plus tard, mon frère a appelé, paniqué. « Pourquoi as-tu annulé le bail de ta sœur ? Noël dernier a été la dernière fois que j'ai amené mes enfants chez mes parents. Je ne le savais pas à l'époque, mais quelque chose dans cette matinée semblait bizarre. Avant même que nous ne quittions la maison, le ciel était lourd de nuages de neige et les routes étaient calmes. Mon fils avait mémorisé un court poème de Noël qu'il voulait réciter à grand-maman. Ma fille avait dessiné une image de notre famille devant une cheminée, elle avait collé de petites boules de coton pour faire la neige. Ils étaient excités, joyeux, demandant si grand-père allait encore porter sa cravate de reine amusante. Nous nous sommes garés devant la maison juste avant 10 heures. La lumière du porche était allumée, même s'il faisait jour. J'ai monté avec les enfants et j'ai frappé comme nous le faisions toujours. Pas de réponse pendant un moment. Puis, j'ai vu le rideau bouger légèrement en haut. Une pause. Une autre minute s'est écoulée avant que la porte ne s'ouvre juste assez pour révéler son visage. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas dit « Joyeux Noël ». Elle s'est juste penchée légèrement en avant et a dit, d'un ton plat et calme, « Ce n'est pas le meilleur jour pour des invités aussi énergiques. » C'est tout. Ma fille m'a jeté un coup d'œil. Mon fils a froncé les sourcils, visiblement confus. Je n'ai rien dit, j'ai juste tendu la main, pris leurs mains et nous sommes retournés à la voiture. Nous avons roulé jusqu'à un restaurant sur la route 9, bon marché, chaleureux, joyeux. La serveuse a donné aux enfants de la crème fouettée supplémentaire sans qu'on le lui demande. Je leur ai dit que nous allions avoir notre propre brunch de Noël. Ils n'ont pas dit grand-chose, ils ont juste mangé tranquillement, jetant un coup d'œil à la fenêtre de temps en temps. Mon téléphone a vibré à mi-chemin du repas. C'était mon frère. Il avait l'air paniqué. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, mec ? Pourquoi as-tu annulé le bail de Jenny ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai cru avoir mal entendu. Il a dit que le bureau de location avait appelé ce matin et lui avait dit que le cosignataire s'était retiré. Elle n'obtiendrait pas l'appartement maintenant. « Tu étais le cosignataire ?» a-t-il dit. « Ils ont dit que tu t'étais désisté. » Je lui ai dit que je n'avais signé aucun bail, que je n'avais rien annulé. Il a continué à insister, disant qu'elle avait déjà donné son préavis à son logement actuel, qu'elle avait la moitié de ses affaires dans des cartons et que maintenant elle risquait de ne plus avoir où vivre en janvier. J'ai dit que je ne savais pas de quoi il parlait. Il m'a traité de menteur, a dit que j'étais égoïste, puis il a raccroché. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, je me suis assis à mon ordinateur portable. Je n'étais pas seulement curieux, j'étais en colère. J'ai vérifié l'historique de mes emails, j'ai cherché tout ce qui venait du bureau de location. Au fin fond de ma boîte de réception, il y avait un message transféré. Il venait de l'adresse de ma mère. Je ne l'ai jamais ouvert parce que l'objet ressemblait à du spam, vérification de transfert requise urgente. À l'intérieur se trouvait un PDF. Il y avait mon nom, mes informations, ma soi-disant signature, une annulation de cosignataire, sauf que je ne l'avais jamais vue auparavant. La signature numérique avait une adresse IP intégrée dans les métadonnées. J'ai fait une recherche rapide. L'IP était enregistrée à leur code postal, plus précisément à une adresse résidentielle dans leur rue. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que ma mère avait falsifié l'annulation. Elle avait prétendu être moi et s'était retirée du bail juste à temps pour ruiner le déménagement de ma sœur, puis s'était assurée que ce soit moi qu'on blâme. Cela expliquait la porte. Cela expliquait son visage. Elle ne voulait pas que nous soyons là parce que le piège avait déjà été tendu. Et soudain, tout s'est mis en place, les petites piques au fil des ans, le transfert subtil de la culpabilité, la façon dont chaque dispute semblait toujours revenir à quelque chose que j'étais censé avoir mal fait. Ils ne l'avaient jamais dit, mais je ne faisais plus partie des leurs. Ils ont juste finalement arrêté de faire semblant. Le silence après Noël ne semblait pas accidentel, il semblait mis en scène. Pas de SMS de suivi de ma mère me demandant si les enfants avaient aimé leur cadeau, pas d'appel de Jenny, juste cette série de messages de mon frère chargés de reproches. Le premier disait, sérieusement, je ne comprends pas ce que tu essaies de prouver. Et puis un autre, tu savais qu'elle avait besoin de cet endroit, tu t'en fichais. Quelques heures plus tard, honnêtement, c'est comme toi qui prétends être meilleur que nous. Je n'ai pas répondu.
J'avais déjà parcouru la chaîne de mail du bureau de location 3 fois, zoomé sur la signature du PDF, vérifié l'adresse IP à nouveau. Ce n'était plus une supposition. Elle l'a signé depuis sa maison, comme moi. Cela signifiait qu'elle avait menti sur le fait d'avoir besoin d'aide pour les services publics. Elle m'avait piégé en me donnant suffisamment d'informations pour remplir une demande de bail et un formulaire d'annulation à mon nom. Elle s'est assurée que les dommages retomberaient carrément sur moi. Ce qui m'a touché, ce n'était pas seulement la trahison, c'était la coordination. Ils ont dû en parler, ma mère et Jenny, peut-être même mon frère, sinon, comment aurait-il su me harceler par téléphone quelques minutes après que le bureau de location l'ait appelé? C'était trop parfaitement chronométré. Je ne l'ai pas dénoncé. Je n'ai pas demandé d'explication. Je me suis juste mis au travail. Il y a quelques années, avant la mort de mon père, il avait créé des comptes d'héritage pour chacun de nous. J'étais l'exécuteur testamentaire, non par choix, mais parce que j'étais le seul en qui il avait confiance pour ne pas le dilapider ou acheter un bateau. Chaque compte était bloqué jusqu'à certains événements de la vie, premier enfant, mariage, achat d'une maison. S'ils atteignaient le jalon et demandaient leur part, j'étais censé la libérer. Le jalon de Jenny était maintenant le bail qu'elle essayait d'obtenir, lié à cet acompte. Elle m'avait envoyé un email à ce sujet en octobre, disant qu'elle déménageait et qu'elle aurait besoin des fonds vers janvier. Je n'avais rien fait à ce moment-là, trop occupé. Mais maintenant, je me suis connecté au portail des fonds et j'ai signalé son compte. Je l'ai marqué et examen requis et j'ai supprimé toutes les autorisations de versement. Pas de mail, pas d'avertissement, juste supprimé. Puis je me suis tourné vers mon frère. Il était en train de lancer une start-up de rénovation de boutique, il s'en vantait depuis Thanksgiving. Il me harcelait depuis des semaines pour que je lui envoie une lettre de vérification indiquant le solde de son compte d'héritage. Il voulait l'utiliser comme garantie pour un prêt. J'avais même à moitié écrit la lettre. J'ai ouvert le brouillon, je l'ai supprimé et je me suis connecté à son compte. Même traitement. J'ai réinitialisé le mot de passe, supprimé l'accès et laissé le solde intact. Que la banque lui dise non. Je n'étais pas mesquin. J'étais précis. Pendant des années, j'ai joué le rôle du fiable, du réparateur, du médiateur. Quand Jenny manquait des paiements, je couvrais. Quand mon frère a eu un accident de voiture, j'ai co-signé le bail pour sa prochaine voiture. Chaque fois que ma mère créait des drames, c'était moi qui aplanissais les choses. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, ils ont clairement fait savoir que je n'étais pas de leur famille, j'étais juste un outil. Alors j'ai arrêté de jouer mon rôle. Quelques jours en janvier, maman a envoyé un message de groupe, j'espère que tout le monde se lance doucement dans la nouvelle année. Ça me manque de vous voir tous. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé la bulle sur l'écran. Mon frère a mis un pouce levé. Jenny a envoyé un cœur rouge. Puis maman a appelé. J'ai laissé sonner. Le message vocal était court, je me demandais juste comment vous alliez tous. Je n'ai pas eu de nouvelles de vous depuis Noël. J'espère que nous n'avons rien fait pour vous contrarier. Rien fait. Je suis resté assis là à regarder le téléphone. Cette phrase, j'espère que nous n'avons rien fait, c'était tellement elle. Passif, faussement inquiet, faisant comme si elle ne tenait pas une allumette allumée derrière son dos. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà mis en place les limites, non pas avec une grande confrontation, non pas avec une sortie dramatique, juste des serrures silencieuses sur toutes les portes qu'elle avait l'habitude de franchir sans frapper. Et une fois que ces serrures ont cliqué, je n'avais aucune intention de les rouvrir. Une semaine passa, puis 2. Rien de Jenny, rien de mon frère. Maman a envoyé un autre texto, cette fois juste à moi, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Est-ce qu'on peut parler? Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé là, non lu, mais pas invisible. Puis vint l'email, objet, compte d'héritage, question rapide. De Jenny. Elle a écrit comme si de rien n'était, a dit qu'elle avait besoin de la compte pour un nouvel appartement, un immeuble différent, légèrement moins cher que le précédent. Elle a mentionné une date limite qui approchait et a demandé si je pouvais traiter la libération dès que possible. Elle a même inclus une photo du contrat de bail, comme si cela me pousserait à agir. Je n'ai pas répondu. Je l'ai archivé et j'ai signalé le message en interne. 2 jours plus tard, elle a réessayé. Cette fois, elle avait l'air irritée. Je vérifie juste le transfert. Le gestionnaire de l'immeuble a besoin d'une confirmation ou je vais perdre cet endroit aussi.
Je ne comprends pas pourquoi tu me ghostes. Celui-là, je ne l'ai même pas ouvert. Je l'ai supprimé directement de l'aperçu de la notification. Ce week-end-là, mon frère s'est présenté à ma porte. Je n'ai pas reconnu la sonnerie au début, trop rapide, trop délibérée. J'ai regardé par le Judas. Il était là en jean et avec un manteau trop fin pour janvier, tenant une enveloppe manille. Quand j'ai ouvert la porte, il n'a même pas dit bonjour, il a juste tendu l'enveloppe et a dit « Voici la lettre pour la demande de prêt. Ils en ont besoin cette semaine. » Je lui ai dit qu'il pouvait la laisser dans la boîte aux lettres. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. « J'ai traversé toute la ville, » a-t-il dit. « Tu pourrais au moins me parler. » Je n'ai pas répondu. Il est resté là un peu plus longtemps, puis a finalement laissé tomber l'enveloppe dans la boîte et est parti sans dire un mot de plus. Je n'ai pas touché l'enveloppe. Elle est restée là pendant une semaine jusqu'à ce que la pluie la réduise en pulpe. Je l'ai laissée. Le changement a commencé à les frapper lentement. Le nouveau bail de génie est tombé à l'eau. Elle a publié quelque chose de passif-agressif sur Facebook à propos de personnes qui font semblant d'aider mais qui disparaissent quand c'est important. Mon frère n'a pas obtenu le prêt. Je le savais parce qu'il avait fait une demande à la même banque régionale où je travaillais avant, et un ami qui travaille encore dans le secteur du prêt m'en a parlé, a dit que l'affaire avait échoué parce qu'il ne pouvait pas vérifier la garantie. Puis maman a réessayé. Elle a envoyé une boîte chez moi, avec un mot manuscrit dessus. Des biscuits sous film plastique et une photo encadrée de moi enfant tenant mon premier vélo. Le mot disait « J'espère que cela te rappellera d'où tu viens ». J'ai jeté la photo dans le placard et j'ai vidé les biscuits à la poubelle. Le truc, c'est qu'ils pensaient que je les punissais. Ils pensaient que j'étais en colère, émotionnel, blessé. Mais ils avaient tort. Je ne réagissais pas. J'en avais fini de réagir. Ce n'était pas une crise de colère. C'était une coupure lente et méthodique, un fil à la fois. Ils m'ont pris pour acquis pendant des années, ont compté sur mon silence, ma prévisibilité, ma réticence à la confrontation. Ils m'ont traité comme une pièce de rechange. J'avais fait les calculs il y a longtemps. Je n'avais juste pas appuyé sur la détente jusqu'à ce qu'ils me donnent l'excuse parfaite. Ils voulaient jouer à des jeux. Ils ont oublié que je pouvais jouer aussi. Mais je ne jouais plus pour gagner. Je jouais pour en finir. À la mi-février, le silence que je leur ai donné a commencé à résonner plus fort que tout ce qu'ils n'avaient jamais dit. Le troisième email de génie a finalement abandonné le ton poli. Elle m'a accusé d'être cruel, manipulateur, a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je faisais ça à ma propre sœur, a affirmé que j'avais une sorte de complexe de supériorité et que papa aurait honte de moi. Cette partie m'a fait rire. Papa aurait vu ça pour ce que c'était vraiment. Il les connaissait mieux qu'il ne le pense. Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La même semaine, l'ex de mon frère m'a appelé. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Elle a dit qu'il était dans une mauvaise passe, que le prêt avait échoué, qu'il était en retard sur le loyer de l'entrepôt qu'il avait loué pour l'entreprise de rénovation. Elle a demandé si je pouvais lui parler, pas l'aider, juste lui parler. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. Elle a dit qu'elle comprenait, et c'est tout. Les choses ont vraiment commencé à se défaire après ça. Jenny est retournée vivre chez maman. Elle a posté quelque chose de vague en ligne à ce sujet, quelque chose comme « La vie vous lance des balles courbes, mais la famille vous rattrape ». Sauf que je savais mieux. Cette maison n'était pas un havre de paix, c'était le nid où ils ont tous appris à tordre les histoires en armes. Je pouvais dire que maman commençait à paniquer sous son masque de calme habituel. Elle a commencé à transférer des emails de son groupe religieux, des citations inspirantes sur le pardon et la famille, des versets bibliques qu'elle n'a jamais réellement vécus. J'ai ignoré tout le monde. Puis elle a essayé quelque chose de plus audacieux. Elle a laissé un message vocal disant qu'elle pensait à réécrire son testament, a dit qu'elle voulait s'assurer que tout était géré équitablement et a demandé si je voulais venir déjeuner pour en parler. Voilà, le piège, l'invitation à revenir dans le giron, à jouer à nouveau le rôle, le fils obéissant, le résolveur de problèmes, celui qui prend la bonne voie. Sauf que la route ne m'intéressait pas. Je construisais la mienne. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai même pas laissé ça me déranger. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que papa avait déjà géré le vrai testament il y a des années, séparément, discrètement. La maison n'était même pas entièrement à elle. Elle était dans une fiducie divisée en 3 parts. Un tiers était à moi légalement, irrévocable. Elle ne pouvait pas me supprimer,
mais je n'avais aucune intention de jamais le réclamer. J'attendais le moment où il réaliserait que je ne bluffais pas, que je n'étais pas en colère, j'avais juste fini. Les enfants ont recommencé à poser des questions, plus prudemment cette fois. Ma fille a demandé si nous pouvions aller voir grand-maman, juste pour 1 minute. Mon fils a dit que peut-être les choses étaient différentes maintenant, qu'il nous manquait. Je leur ai dit la vérité, nous ne rendons pas visite aux personnes qui mentent, nous ne rendons pas visite aux personnes qui blessent les autres pour protéger leurs propres erreurs, et surtout, nous ne rendons pas visite aux personnes simplement parce qu'elles sont de la famille. C'était dur. Ils n'ont pas aimé ça, mais ils ont écouté. En mars, maman a envoyé un dernier message, un long. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait mal fait, que ses petits-enfants lui manquaient, qu'elle espérait que je trouverais la paix. Pas d'excuses, pas un mot reconnaissant ce qu'elle avait fait, juste un vague appel à la paix, comme si c'était un malentendu que je faisais traîner. Elle ne comprenait toujours pas. Il n'y aurait pas de retour, pas de retrouvailles, pas de moments réconfortants autour d'une table à dîner. Ce n'était pas une rancune, c'était un divorce, et j'en avais fini d'être marié à des gens qui ne montraient de l'amour que quand ils avaient le contrôle. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. La neige a disparu du jour au lendemain, et tout a commencé à fleurir trop vite. Ça aurait dû ressembler à un nouveau départ, mais tout ce que je ressentais, c'était le poids qui se levait enfin. Je ne vérifiais plus mon téléphone. Je n'attendais plus la prochaine excuse ou le prochain voyage de culpabilisation. J'étais sorti. Mais il n'en avait pas fini. En avril, j'ai reçu un appel de l'école primaire. La secrétaire a dit que ma mère avait essayé de venir chercher ma fille à la classe, a dit qu'il y avait une urgence familiale et qu'elle l'emmenait à la maison. Elle n'avait même pas l'autorisation de venir la chercher. Ils l'ont arrêtée avant qu'elle ne puisse rien signer, m'ont appelé immédiatement et lui ont dit de partir. J'ai dû prendre un déjeuner plus tôt et conduire là-bas juste pour m'assurer que tout allait bien. Ma fille allait bien, mais elle était confuse, a dit que grand-maman lui avait dit que je faisais une erreur et qu'elle devait venir rester avec eux juste quelques jours. J'ai dû m'asseoir avec le directeur. J'ai signé un nouveau formulaire supprimant toute la famille élargie de la liste des contacts d'urgence. Puis j'ai bloqué le numéro de ma mère sur les 2 téléphones de mes enfants. Quand ils ont demandé pourquoi, je leur ai dit que c'était parce que je les aimais, parce que je les protégeais. C'est à ce moment-là que j'ai franchi la ligne dans ma propre tête. Jusqu'à présent, je me retirais juste, en m'éloignant tranquillement. Mais maintenant, ce n'était plus de la distance, c'était la guerre. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas crié ou menacé ou demandé d'explication. J'ai juste appelé mon avocat. Je lui ai dit que je voulais mettre à jour mon testament. Tout irait à mes enfants. Une clause distincte interdisait la tutelle à tout membre de la famille biologique des 2 côtés. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il n'a même pas eu l'air surpris, a dit qu'il avait vu pire. Le coup de grâce est venu la semaine suivante. J'ai reçu une alerte de la banque, une tentative de transaction signalée. Mon frère avait essayé d'utiliser son compte d'héritage comme garantie à nouveau, sauf que cette fois il avait falsifié une lettre, un faux document de vérification avec ma signature numérique copiée d'une ancienne pièce jointe à un email. J'ai appelé la banque directement, je leur ai fait déposer un rapport de fraude. En 2 jours, le compte a été gelé, non seulement le sien, mais celui de Jenny aussi. La clause de fiducie dans les comptes me permettait de les geler définitivement en cas d'utilisation abusive. Ils n'étaient pas seulement bloqués maintenant, ils étaient finis. Plus de jalons, plus de seconde chance. Puis j'ai envoyé une lettre recommandée à la maison de ma mère. Ce n'était pas de la colère, juste des faits. J'ai inclus des copies du rapport de fraude, de l'incident à l'école et des documents de résiliation de la fiducie. Je l'ai terminé par une phrase, « Vous ne ferez plus partie de nos vies ». 2 jours plus tard, elle a essayé de se présenter chez moi. Cette fois, j'ai appelé la police. Elle n'est jamais arrivée à la porte d'entrée. L'officier lui a donné un avertissement officiel de violation de domicile. Elle a pleuré, a apparemment dit qu'elle ne comprenait pas, qu'elle essayait juste de réparer les choses. Mais elle n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Elle essayait de reprendre le contrôle. Elle ne sait toujours pas que la maison dans laquelle elle vit, celle qu'elle a toujours appelée la sienne, m'appartiendra légalement dans 4 ans lorsque la fiducie sera convertie. Et quand ce sera le cas, je sais déjà ce que je vais faire, la vendre. Chaque pièce, chaque photo, chaque faux souvenir stocké dans les murs, disparu. Parce que j'ai finalement compris quelque chose que j'aurais dû savoir il y a longtemps, on ne doit pas de loyauté aux gens juste parce qu'ils partagent votre sang,
et la famille n'est pas celle qui vous élève, c'est celle qui vous protège. Quand les choses s'effondrent, ils ont eu leur chance, et ils l'ont gâchée. L'été est arrivé lourdement et rapidement. Les enfants étaient en vacances scolaires, et nous avons passé plus de temps au lac que nous n'en avions jamais passé. J'ai loué une petite cabane pour les week-ends, juste nous trois. Pas d'horaire, pas d'appel, juste du calme. Ils ont arrêté de nous contacter, pas parce qu'ils comprenaient, mais parce qu'ils réalisaient que je ne bluffais pas. Il ne restait plus rien à manipuler. L'argent était bloqué, la maison leur échappait finalement, je ne répondais plus aux appels, je ne me présentais plus pour jouer le rôle du réparateur de la famille. Et puis est venue la fissure finale. Jenny a appelé d'un nouveau numéro, et pour une raison quelconque, j'ai répondu. Peut-être que j'étais curieux, peut-être que je voulais l'entendre par moi-même. Elle a commencé doucement, disant qu'elle voulait parler, qu'elle ne comprenait pas comment tout était devenu si mauvais, que maman n'allait pas bien et que peut-être je devrais envisager de passer. Je n'ai rien dit. Puis elle a changé de ton. Elle a dit que j'étais égoïste, que je détruisais la famille à cause d'un malentendu, que punir tout le monde à cause d'un seul document était vindicatif. Un seul document, comme si tout avait commencé là. J'ai raccroché au milieu de sa phrase. Plus tard cette semaine-là, ma fille est entrée dans la cuisine avec sa tablette. Elle regardait de vieilles vidéos de famille, celles que j'avais transférées de DVD il y a des années. Ses yeux étaient rouges. Elle a demandé si nous pouvions juste rendre visite pendant un petit moment, même si c'était dehors, juste pour dire bonjour. Je lui ai dit non. Pas maintenant, jamais. Elle n'a pas argumenté, mais j'ai vu quelque chose dans son expression, pas de la colère, juste une reconnaissance silencieuse que je le pensais, que ce n'était pas à propos d'une rancune ou d'une crise de colère, c'était permanent. Un soir, j'ai sorti les vieux albums de photos du placard, ceux que maman avait assemblés quand nous étions enfants, anniversaires, pièces de théâtre scolaire, voyages de camping d'été où papa cuisinait tout et maman se plaignait des insectes. Je me suis assis à la table et j'ai regardé chacun d'eux. Puis je les ai jetés dans le foyer. Je n'ai rien ressenti en les regardant brûler, pas de tristesse, pas même de soulagement, juste de la clarté. J'avais un message vocal enregistré sur mon téléphone depuis des années, de papa, juste avant qu'il ne décède. Je l'avais gardé sans réfléchir. Ce soir-là, je l'ai réécouté. Il a dit, « Prends soin de tes enfants, c'est le seul héritage qui compte. » Et il avait raison. Alors j'ai pris une décision finale. J'ai changé nos noms de famille, pas pour les enfants, juste pour moi. Tranquillement, légalement, je suis revenu au nom de famille original de mon grand-père, celui d'avant qu'il ne soit changé à Ellis Island, d'avant qu'il ne soit enterré sous le poids de la culpabilité et du contrôle. Pas de cérémonie, pas d'annonce, juste une rupture nette. Ils ne savent pas où nous vivons maintenant. J'ai déménagé cet automne, une plus petite ville, plus près de mon travail, plus près du lac. Nous avons de nouveaux voisins, de nouvelles routines, et pour la première fois, je n'ai pas l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Les enfants se sont adaptés rapidement. Ils posent encore des questions parfois. Je leur réponds honnêtement. Quand ils demandent pourquoi nous ne voyons pas grand-maman ou oncle ou tante Jenny, je leur dis que c'est parce que nous ne rendons pas visite aux personnes qui essaient de nous faire du mal. Ils ne demandent jamais deux fois. Ils savent. L'été s'est transformé en automne, et tout s'est installé dans un rythme confortable. Les week-ends à la cabane sont devenus des mois, et l'école a commencé sans mentionner grand-maman ou le reste. Je pensais que c'était tout, que nous allions enfin clore le chapitre. Mais alors, la semaine dernière, la vie a lancé une autre balle courbe. Ma fille est rentrée à la maison, les yeux grands ouverts, tenant une lettre. Elle était adressée non pas à moi, mais à elle, en cursive tremblante, oblitérée de la ville où ma mère vit toujours. Ma fille l'avait reçue, une lettre pour elle. Je l'ai ouverte avec appréhension. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à lettres, du genre qu'on envoie aux enfants à l'école, pliée suffisamment petite pour se glisser dans la fente d'un casier. L'écriture était indubitable, celle de ma mère. Elle disait, « J'avais tort. Je suis désolé. Tu as raison. Nous avons brisé la confiance et j'ai brisé la confiance de ta petite fille. Je ne m'attends pas au pardon. J'ai juste besoin que tu saches que je réalise maintenant, grand-mère. Pas de menaces, pas de manipulation, pas de rappel de douleur passée, juste une confession. » Pour la première fois depuis plus d'un an, ma fille a demandé, « Est-ce que je peux répondre ?» Mes tripes se sont tordues.
Chaque fibre de moi m'a averti que cela pourrait être un autre piège. Cela semblait trop propre, trop opportun, trop soigneusement formulé, une pièce d'échec repositionnée. Mais c'était différent. Ma fille s'en était emparée. Ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos d'elle. J'ai dit, écris ce qu'il y a dans ton cœur. Ce soir-là, elles se sont assises ensemble à la table de la cuisine. Ma fille a écrit, merci pour votre lettre. Vous me manquez parfois. Je me sens en sécurité ici avec papa. J'espère que vous pourrez trouver le bonheur aussi. Avec amour, Emma. Quand elle me l'a donnée, j'ai hésité. Une partie de moi voulait la déchirer pour le bon vieux temps, pour le contrôle. Mais cela aurait été moi répétant les schémas que j'avais travaillé si dur à briser. Alors je l'ai scellé et je l'ai posté ce soir-là, juste une simple enveloppe scolaire, sans adresse de retour. Plus tard, je me suis assis dans le salon à penser au pardon. Ce n'est pas un cadeau, c'est un choix, une décision consciente de ne pas laisser leurs actions nous définir plus longtemps. J'ai réalisé que c'était le deuxième rebondissement inattendu. Le premier était la lettre. Le second était de reconnaître que j'avais finalement gagné le droit de choisir comment répondre, non pas par colère, non pas par contrôle, mais par clarté et protection. Cela ne change pas ce qui s'est passé, mais peut-être que cela change ce qui se passera ensuite. Je sais que ma mère ne changera peut-être jamais. Mon frère et ma sœur ne le feront probablement pas non plus. Mais pour ma fille, une ligne de guérison a été tracée, et je n'ai pas eu à la combattre. Elle l'a choisie elle-même. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. La porte n'est pas ouverte, mais un message est passé. Peut-être que c'est suffisant. Alors c'est là que ça se termine vraiment, ou peut-être là où quelque chose de nouveau commence.